Auditrice, auditeur, auditrice qui a écouté nous sur Vision Action Céleste et matin nous approcher et sur plateau pour nous capables vraiment faire un petit râler ensemble sur l'histoire et me penser Vision Action Céleste News c'est chaîne La Caillou et qui cabot toute information qui nécessaire et c'est ça que nous pral faut entendre un historien qui a expliqué où une petite histoire des pays d'Haïti depuis notre temps ancien pour arriver jeudi et pour nous capables arriver prendre conscience pour nous qui ça nous capables arriver changer. Bonne écoute pour capable visionner avec Vision Action Céleste. Bye bye, à la prochaine. Roger Gaillard, les 100 jours de Rosalvo Bobo. Roger Gaillard, nous en sommes au dernier round. Le Nouveau Monde vient de publier le 10e chapitre de Tes 100 jours de Rosalvo Bobo. Le moment est venu non de faire un bilan, le bilan est fait, non de tirer les enseignements, je crois que le lecteur l'a fait lui-même, au fil des lignes et des chapitres, mais de tenter de te demander d'abord pourquoi ce travail et comment l'as-tu réalisé? Eh bien, c'est un travail que j'ai réalisé dans le contexte de mes recherches sur Charlemagne Péralte. La période de l'occupation m'intéresse beaucoup. J'ai eu 7-8 ans quand j'ai vu partir les marines américains et ce départ m'avait beaucoup frappé. Et alors, j'étais hanté par cette période. Et lorsque ça a été le 50e anniversaire de la mort de Charlemagne Péralte, j'ai pensé à marquer le coup en écrivant quelque chose sur lui, je l'ai écrit. On m'a demandé de publier mon texte et au fur et à mesure où j'essayais de l'enrichir, je me suis rendu compte que pour comprendre l'insurrection de Péralte, il fallait comprendre les premiers moments de l'occupation, que pour comprendre cette occupation, il fallait remonter plus haut, il fallait aller jusqu'à la période qui l'avait précédée, la période haïtienne. Et c'est ainsi que, dans le cercle de Charlemagne Péralte, j'ai été amené à approfondir l'histoire d'Haïti entre, disons, 1910 et 1920, en faisant des recherches à la Bibliothèque des Frères de l'Instruction chrétienne, parmi les livres, surtout en allant dans les montagnes, dans les mornes d'Haïti, en interviewant les derniers cacos vivants, en allant à Washington, la Bibliothèque du Congrès, à Londres, où j'ai fait le même travail, à Paris, et les documents inédits des ambassadeurs. Et c'est ainsi que j'ai pu constituer une masse de documents qui compte à peu près actuellement 4 à 5 000 pages sur la période de l'occupation et sur les causes, les antécédents de l'occupation. Et alors, il y a 5 ou 6 mois, mes amis du Cap, le docteur Marc Payan, m'a dit, écoute Roger, est-ce que tu ne veux pas faire quelque chose sur Bobo? Je lui ai dit, j'ai tout ce qu'il faut pour en parler, mais j'ai pas le temps. Finalement, je me suis jeté dans mes notes et j'ai pu ainsi établir une sorte de vérité, une sorte de connaissance de Bobo pendant la période de 1914-1915. Connaissance de Bobo, et nous y arrivons, il s'agit à présent de dégager deux choses. L'événement, c'est-à-dire la série de faits qui se sont succédés de la chute de Tirésias à la chute de Villebrun, fait historique, révolution au sens haïtien du mot, évolution de la situation économique et politique en Haïti, et ensuite l'homme, Rosalvo Bobo lui-même, qui a été une sorte de point de référence durant toute cette époque. Oui. Je crois qu'il ne faut pas oublier que vers les années 1911-1910, les jeunes Haïtiens étaient tous animés du désir de faire quelque chose pour ce pays qu'ils voyaient s'en aller à cause des guerres fratricides, des batailles entre les barons feudataires, j'appelle ainsi les gros propriétaires terriens généraux du nord, du centre, du sud, qui se battaient. Alors, les jeunes Haïtiens ont tous
essayer de changer la situation. Il n'y avait qu'un moyen de changer la situation, c'était la guerre civile. C'était l'insurrection. Et nous sommes parfois très durs à l'égard de ces jeunes gens qui, un beau matin, prennent les armes et s'en vont dans la montagne. Eh bien, c'est parce que il n'y avait pour eux, à cette époque, que cette seule route-là. Et Bobo fait partie de ce milieu révolutionnaire, entre guillemets. Mais, Bobo a quelque chose en plus. C'est que Bobo a compris, parce qu'il a vécu aux États-Unis, il a compris très vite que on ne pouvait pas séparer le problème haïtien du problème du canal de Panama. On ne pouvait pas séparer le problème haïtien du problème global américain, du problème du développement de l'Amérique latine. Et Bobo est en ce sens l'individu intéressant qui, avant l'intervention, qui au moment où tout le monde en parlait mais personne n'y croyait, lui, il a cru à cette intervention, il a lutté à l'avance contre cette intervention, et il a dit, cette intervention a pour but de saisir nos douanes, de s'emparer de nos finances, de garrotter la nation, et cela, nous ne le voulons pas. Et en ce sens, Bobo est le père de nos luttes anti-impérialistes. Il est le père de nos luttes anti-impérialistes, et là, je me permets de te faire remarquer deux choses, Roger. La première, tu l'as toi-même signalé, Bobo a pris conscience de ce caractère anti-impérialiste que revêtait l'évolution de la situation en Haïti, en observant ce qui se passait à côté, en République dominicaine. Il a été en République dominicaine, d'ailleurs à plusieurs reprises il a demandé l'aide des Dominicains, il a étudié la situation en Dominicanie, où l'Américain faisait d'ailleurs déjà une première expérience de contrôle des douanes et de contrôle politique, et il s'est rendu compte du bluff, du bluff américain, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde voyait les Américains, l'impérialisme américain de cette époque, poser ses griffes sur l'Amérique centrale, et Bobo lui disait, mais notre tour va venir. Et les gens disaient, notre tour va venir. Mais Bobo s'écriait, mais il ne faut pas que notre tour vienne, il faut empêcher cela, alors que les autres étaient plus ou moins résignés à cette situation. Il y avait une sorte de fatalisme historique pour la plupart des gens, fatalisme que Bobo refusait. Primo, donc, Bobo était à contre-courant de cette tendance qui voulait qu'un homme éclairé, un homme de la société, un homme qui étudiait, un homme qui regardait le monde dans lequel il vivait, qui disait, bon, devant ces luttes fratricides, devant cette gabegie, devant cette déliquescence, pourquoi pas les Américains? Et Bobo disait non. Voilà. Constantin Maillard, par exemple, qui est un haïtien honnête, un haïtien capable. Constantin Maillard a été écœuré de nos guerres civiles, et lorsque Villebrun est entré à Port-au-Prince, Constantin Maillard a fait paraître dans Le Matin un poème splendide où il disait à ce peuple haïtien, peuple, toi qui te choisis chaque jour des tyrans pour les renverser après et t'en offrir d'autres, peuple qui est traîné dans le sang, etc. Quand t'arrêteras-tu? Et Constantin Maillard a été l'homme qui a soutenu d'Artignave pour obtenir la convention, le vote de la convention au Parlement haïtien. Et on l'a reproché à Constantin Maillard dans la semaine qui a suivi ce vote. Et Constantin Maillard l'a dit, il l'a fait écrire, il a dit, je préfère tout à notre passé. Tout. Et le tout est écrit en gros caractère. Tout, c'est-à-dire même l'occupation américaine. Il y avait donc des Haïtiens dont le patriotisme n'était pas discutable. Oui. N'est-ce pas? Des Haïtiens qui disaient plutôt l'occupation américaine que cela. Bobo, à contre-courant, disait non. Il disait non. Et alors, la deuxième chose que je voulais faire remarquer, justement, c'est que tu dis Bobo est donc le père des luttes anti-impérialistes, c'est-à-dire de la nouvelle lutte nationale haïtienne. Mais il est aussi le fils, et là tu l'as noté aussi en marge de la série d'articles, il est aussi le fils des luttes nationales et firministes de la fin du 19e siècle. Oui. Tu as noté que Bobo était du parti de Firmin, je ne me souviens pas exactement les termes de son adhésion au firminisme, mais l'un de ses lieutenants, qui s'est révélé d'ailleurs son continuateur Charlemagne Péralte, s'est battu pour Firmin en 1902. Oui. Il y a donc là une sorte de filiation. Oui. Je crois que c'est une filiation sur le plan d'abord de l'intelligence.
je reviens à ces jeunes gens hein, éduqués, élevés, qui reviennent de France, ou même qui ont été éduqués en Haïti, et qui voient le pays aux mains de satrapes, aux mains d'énergumènes, et qui se disent, non, il faut que ça change. Et Firmin a incarné, précisément, cette aspiration, je ne dis pas des intellectuels, le mot est trop fort, mais cette aspiration des jeunes gens, de l'intelligentsia. Et Bobo a été, pour ainsi dire, pouvait être le successeur de Firmin. Quand Firmin a démissionné, a renoncé un an avant sa mort à toute activité politique, Bobo a relevé le drapeau en publiant, c'est curieux, n'est-ce pas, son manifeste de la réforme haïtienne, de la réforme progressiste. Donc Bobo voulait le progrès de ce peuple, mais il n'était pas d'accord avec Firmin, enfin ça nous amènerait trop loin, qu'il fallait passer par le libéralisme. Il disait qu'il faut un gouvernement fort. Et d'ailleurs au Parlement, sous David Marthe-Théodore, lui ministre de l'Intérieur, dira la société sera heureuse sous ma poigne, forte, juste et toujours honnête, n'est-ce pas? Donc, Bobo est dans la lignée Firmin, et la lignée Firmin, on peut l'appeler, si on veut, lignée libérale, mais plutôt lignée, une lignée qui veut que l'intelligence en Haïti ait finalement des droits et conduise Haïti. Et c'est ainsi. C'est ça. Donc, nous trouvons dans tes notes, en fait, je m'excuse auprès de toi, de te questionner sur les renvois en marge et les notes en bas de page. Mais en fait, il y a, et je l'ai noté au cours de ces 10 chapitres sur les 100 jours de Rosalvo Bobo, il y a un intérêt certain dans les chapitres même, dans la matière traitée, mais il y a un triple intérêt dans les renvois en bas de page. D'abord parce que on ne peut pas tout faire. Tu t'es centré, tu as concentré ton travail sur les 100 jours de la tragédie de Rosalvo Bobo, qui a été aussi la tragédie de son peuple et de son pays, et tous les à côté de la situation, la République dominicaine et nous, la tradition libérale, le coup d'État de Charles de Delva, qui était à contre-courant. Tiens, on va s'y arrêter. Le coup d'État de Charles de Delva et de son groupe de jeunes enthousiastes qui renversent Villebrun et qui prennent le pouvoir à Port-au-Prince, tandis que Bobo est bloqué dans le nord par Caperton. Il y a Hegel qui a une phrase que tout le monde connaît. Hegel parle des ruses de l'histoire, n'est-ce pas? Que l'histoire, que le déterminisme historique fait son chemin à travers des paradoxes, à travers des inattendus, à travers ce que Hegel appelle des ruses. Finalement, le déterminisme gagne en choisissant des chemins imprévus. La chose curieuse dans ce soulèvement contre Villebrun, c'est que le mécanisme des révolutions entre guillemets de l'époque, c'était Monte Cristi, Terrier Rouge, je me soulève, je rentre au Cap, le Cap m'accueille, les troupes loyalistes viennent sous mes propres drapeaux, je me dirige vers Port-au-Prince en passant par Gonaïves, Saint-Marc, et finalement, arrivé à Saint-Marc, je m'arrête, le président s'en va, et moi je rentre triomphalement à Port-au-Prince, Tédéum, Parlement, je suis pas élu président, je suis reconnu, parce que j'ai déjà le titre de chef du pouvoir exécutif, je suis reconnu comme président de la République. Par conséquent, les révolutions ayant, les insurrections ayant leur point de départ au Cap, l'impérialisme américain, il faut l'appeler par son nom, met ses forces principales dans la rade du Cap haïtien. Et Caperton se trouve dans la rade du Cap haïtien depuis le début de juillet 1915. Il connaît l'histoire Bobo, l'histoire Blo. Il se dit, ça va démarrer par là. Je ne veux pas que Bobo gagne parce que nous connaissons l'homme. Donc, je vais tuer la révolution dans l'œuf. Et alors là, attends-moi, je t'arrête pour te dire deux choses. Oui. Caperton bloque la révolution naissante au Cap. Oui. Il la bloque parce qu'il sait que Bobo est un nationaliste anti-impérialiste. Bobo s'est déjà démasqué. C'est ça. D'ailleurs, il ne s'est jamais masqué non plus. Oui, c'est ça. Il la bloque et cependant, les négociations se poursuivent avec Villebrun à Port-au-Prince. Il la bloque, ce qui ferait penser à un lecteur qu'il soutient Villebrun, puisqu'il empêche au successeur de Villebrun de s'épanouir. C'est bien cela. C'est bien cela. Mais il continue, c'est-à-dire l'impérialisme américain, les Américains continuent à négocier avec Villebrun, lequel n'est pas tout à fait le chien couchant
que l'on pourrait croire. Non. Là, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement? D'abord, évidemment, je ne peux pas tout savoir, et peut-être qu'il y a des documents, certainement, mais je ne les ai pas tous consultés à ce sujet. Mais Logan explique très bien pourquoi, d'après lui, Caperton, lors de la révolution Villebrun anti-Théodore, pourquoi Caperton a convoyé la révolution de Villebrun du Cap à Port-au-Prince avec ses bateaux. Et apparemment, dit Logan, le but de Caperton, c'était d'interdire, d'empêcher Villebrun de commettre des exactions dans les diverses villes qu'il traversait. Oui. Mais Logan dit que, en fait, c'était une façon de couvrir Villebrun et de bien montrer à la population que ce garçon nous intéressait. Et par conséquent, il semble y avoir eu de la part des Américains dès le début une sympathie, une espérance du côté de Villebrun. Et Caperton descendait à terre à Gonaïves, à Saint-Marc, et il rencontrait Villebrun, et Villebrun lui disait en souriant, mais vous êtes toujours là, vous me suivez partout. Et Caperton riait, Caperton reprenait son bateau, et Caperton le suivait. Alors, la mission Fuller arrive. La mission Fuller a été envoyée par Woodrow Wilson, et elle a été envoyée personnellement par le président des États-Unis, qui disait, je vais demander à des négociateurs, pas munis de plein pouvoir, ils n'ont pas de pouvoirs officiels, mais à des négociateurs capables d'aller au fond de la question, je vais leur demander d'aller voir le président Villebrun-Guillaume Sam et d'obtenir de lui les douanes. Finalement, le problème, c'est le problème des douanes, le contrôle financier. Et alors, Ulrich Duvivier, qui était ministre des Finances de Villebrun, a refusé que la commission vienne, puis finalement la commission a été acceptée, elle est revenue, et la discussion, les négociations sont allées très loin, mais elles ont été bloquées sur un point. C'est que les Américains disaient, vous, Villebrun, nous sommes prêts à vous aider contre toute agression, toute insurrection éventuelle, à vous maintenir au pouvoir. Pour vous aider, il faut que nous débarquions des hommes. Et alors, nous débarquerons des hommes et nous les retirerons quand nous aurons jugé que votre situation est stable. Et Villebrun, et Price Mars a longuement expliqué cela dans son livre Villebrun-Guillaume Sam, ce méconnu, Villebrun a refusé. Villebrun a dit, c'est moi qui dois décider de l'heure, du jour où j'aurai besoin de vous, en vous disant débarquez, et c'est moi qui déciderai du jour où j'aurai plus besoin de vous, en vous disant rembarquez. Et Fuller a laissé entendre, avec beaucoup d'humour involontaire, que les États-Unis n'accepteraient jamais d'être des laquais d'un autre gouvernement qui lui dirait « venez, partez, venez, partez, venez, partez ». Oui, mais là, il y a donc, reprenons le fil, les Américains sont en négociation avec Villebrun, ils bloquent la révolution naissante. Tu fais très bien remarquer que la révolution de Villebrun elle-même a été, je ne dis pas patronnée, mais couvée par les Américains. Il semble. Couvée avec beaucoup de bienveillance par les Américains qui sentaient qu'il y avait là un homme qu'ils pourraient utiliser à l'avenir. Bien. Alors, ils bloquent Bobo et à Port-au-Prince, un coup éclate qui n'est pas dans la tradition. C'est-à-dire que depuis Nord-Alexis, et même un petit peu avant, depuis Nord-Alexis, les révolutions se font Cap Port-au-Prince ou bien Caille Port-au-Prince, mais on avait perdu l'habitude du chemin Caille Port-au-Prince. Donc Cap Port-au-Prince et traditionnellement donc les choses se passaient ainsi. Le coup de Charles de Delva et de son groupe est donc une sorte de coup de tonnerre dans un ciel clair. Absolument. Qui surprend tout le monde. Caperton est au Cap, Caperton surveille Bobo, et puis alors, brusquement, qu'est-ce qui se passe? C'est Port-au-Prince qui se soulève. Alors, pourquoi? Il y avait-il entre Charles de Delva et Bobo une entente préalable? Et ça, je ne peux pas le dire, je ne le crois pas, je ne le sais pas, mais d'après les informations orales que j'ai de témoins de l'époque, Charles de Delva se trouvait dans une ambassade, dans un consulat le consul était à ce moment-là Monsieur Guérin, et Charles de Delva était dans ce consulat, prisonnier, il pouvait pas sortir, et le Guérin se mourait, le consul Guérin se mourait, et il paraît que les soldats de Villebrun, quand ils passaient devant le consulat, ils disaient à haute voix, pour que Charles de Delva puisse l'entendre, dès que le vieux sera crevé, nous entrerons dans
ce consulat et puis on aura ta peau. Et le vieux a fait demander par câble que son fils devienne consul et c'est ainsi que le fils de Guérin est devenu consul. Et Charles de Delva, lui, voulait sortir de son piège, de sa trappe et ce serait, paraît-il, la raison principale pour laquelle Charles de Delva a voulu, a fait son coup avec quelques amis. C'est l'une des raisons. Et je crois que Charles de Delva, qui n'a jamais eu d'ambition politique, la suite l'a montré, on lui a proposé la présidence et ses camarades lui ont proposé après la présidence pour remplacer Bobo, il n'a pas voulu. Eh bien, Charles de Delva a dû se dire, je suppose, Bobo est déjà insurgé, eh bien, moi je frappe à Port-au-Prince et je le soutiens, je lui donne un coup d'épaule. Oui, ça c'est pour l'événement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Caperton, lui, alors, quand l'insurrection a triomphé à Port-au-Prince, le comité révolutionnaire, lui, il s'est appelé tout de suite comité révolutionnaire et il a fait savoir à toutes les villes de province par télégraphe et au Cap par télégraphe que Villebrun avait été renversé. Et Caperton, malgré son bateau, ses lignes télégraphiques, ses câbles et tout, il a appris par le poste télégraphique du Cap, donc par le message envoyé par le comité révolutionnaire de Port-au-Prince, que Villebrun avait sauté. Alors Caperton envoie à terre des hommes pour contrôler, il fait des recoupements par le câble, il apprend que c'est vrai, il laisse le Eagle, et dardard, ils font sur Port-au-Prince. Oui, et c'est ainsi que nous avons le débarquement du 29 juillet. Mais revenons à Charles de Delva. Même si c'est une ruse de l'histoire, même s'il s'agit d'un accident, qui, en définitive, devait aider Bobo, et devait bloquer le mécanisme de l'intervention, n'y a-t-il pas chez Charles de Delva, et la suite l'a peut-être prouvé, une sorte de pressentiment nationaliste et anti-impérialiste? Oui ou non? A-t-il senti le danger pour le pays ou est-ce, selon toi, une réaction partisane d'un homme de Bobo, d'un lieutenant de Bobo qui voulait simplement aider? Ou a-t-il senti vraiment qu'il y avait là un danger? Tu dis avant le débarquement ou quand le débarquement a eu lieu? Non, avant le débarquement. Ils ont renversé Villebois avant le débarquement. Oui. Ah, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, je veux dire que je ne crois pas. Je n'ai aucune preuve pouvant dire que Charles de Delva a renversé Villebrun afin d'empêcher, comme Bobo le disait dans son manifeste et ses discours, afin d'empêcher que Villebrun aille trop loin avec les Américains. Ah non, tu ne crois pas. L'histoire ne veut pas le dire. Bon, il y a donc vraiment une ruse de l'histoire. Enfin, je sais pas. Bon, alors, continuons si tu permets, Oui. l'exploration des arcanes de ton travail, des à-côtés, des bas-côtés du travail. Il y a un point sur lequel je veux revenir. C'est le parallèle avec la République dominicaine. Ouais. Le parallèle, nous l'avons noté tout à l'heure, Bobo s'est inspiré de cette expérience pilote, si on peut dire, que les Américains essayaient de tenter en Dominicanie, avant nous, pour arriver à nous. Mais, en lisant ta chronique, je me rends compte d'une chose, c'est que comme en Haïti à l'époque où les gouvernements se succédaient à 6 mois d'intervalle, il y avait aussi des gouvernements éphémères en République dominicaine. Ouais. Le pattern, pour employer une expression américaine, n'était-il pas le même? N'y avait-il pas une sorte de chef d'orchestre qui activait, qui catalysait le déclenchement des opérations pour intervenir enfin comme le maître d'œuvre, le maître à penser, le maître d'ordre? Il est très difficile de répondre positivement à ta question, mais on ne peut pas s'empêcher d'être frappé par cette débandade politique des deux côtés de la frontière. On ne peut pas s'empêcher d'être frappé par le fait que cette débandade est suivie de près par les États-Unis d'Amérique et que les États d'Amérique interviennent dans la débandade, soit pour encourager, soit pour... Il y a eu une intervention du ministre américain en République dominicaine pour procéder à des élections présidentielles. Je crois que c'est Monseigneur Noël, je ne l'affirmerai pas. Mais je sais qu'à un certain moment, les diverses factions en lutte n'arrivaient pas à s'entendre sur le nom d'un chef d'État. Et c'est le ministre des États-Unis en République dominicaine qui a arbitré la discussion et qui a poussé à la nomination. Donc, alors, maintenant, on peut aller plus loin, n'est-ce pas? Il faisait. Mais est-ce qu'il ne défaisait pas aussi en même temps? Je crois que là, l'étude devrait s'élargir aux relations
que je peux appeler inter-impérialistes. Autrement dit, intérêt allemand, intérêt français, intérêt américain, canal de Panama, les gens qui veulent bloquer les autres. Alors, je crois que toute cette région est en ébullition, peut-être à cause des États-Unis, bien sûr, mais à cause des États-Unis qui voient qu'ils ne sont pas seuls à manœuvrer dans cette zone et que telle faction est la faction pro-allemande et telle autre faction pro-française. Alors, Et je te rappelle, tu me fais penser brusquement à quelque chose, et j'y pensais en lisant tes articles sur Rosalvo Bobo. Il est étrange qu'à la même époque, c'est-à-dire au début du siècle, la fin du siècle précédent et le début de ce siècle, il est étrange qu'à la même époque, à des milliers de kilomètres de là, ouais. le même processus en Chine, le même processus, avec bien sûr des rivalités beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes, avec des antagonismes qui se manifestent d'une façon beaucoup plus violente entre les divers empires français, anglais, allemands et américains, et le même processus aboutit à quoi? Au Kuomintang et à Sun Yat-sen. oui, c'est ça. C'est le même Oui, pattern. c'est que nous entrons dans la période dite historiquement impérialiste. Voilà. N'est-ce pas? C'est la guerre hispano-cubaine, c'est 1898. Nous entrons dans la période impérialiste dans le monde entier. Pour le partage du monde déjà partagé, les puissances sont face à face. Et là, nous revenons à Bobo. Il faut, je crois, après avoir débroussaillé le terrain, montrer un petit peu dans quel contexte se plaçait l'action de Bobo, le situer lui-même. Tu comptes te publier ces 100 jours de Rosalvo Bobo en plaquette. Je crois qu'il serait peut-être recommandé, si, bien sûr, la famille et les droits d'auteur le permettent, publier son manifeste et quelques-uns de ses écrits, Oui, il y en a car pas personne dix. ne les connaît. Oui, ça c'est Bien. juste. Ça, Il c'est serait bon donc de pouvoir aller au avoir des texte pièces, oui. et lire ce que pensait Bobo. Oui. Il faut bien dire à l'auditeur qui nous écoute que Rosalvo Bobo n'avait lu aucun texte dénonçant le caractère impérial des États-Unis. Aucun texte théorique. C'est étonnant. C'est étonnant qu'il ait pu ainsi, en préscience, d'une façon presque intuitive, comprendre ce qui allait se passer sur le continent et particulièrement sur son pays. Mais maintenant, qui est-il, cet homme? Cet homme dont on voit dans la dernière livraison du Nouveau Monde la photo assis en homme de bien, avec une redingote, un petit nœud papillon, une moustache, le regard clair, franc, très droit, des bottines, un pantalon droit aussi, et les mains croisées sur les genoux. Cet homme, Rosalvo Bobo, dont récemment un chroniqueur du Nouveau Monde a expliqué l'origine du nom, mais dont il faudrait peut-être connaître la personnalité. Qui était-il? As-tu essayé de t'intéresser à sa vie Mais quotidienne? on ne peut pas s'empêcher quand on essaie de faire l'histoire d'une époque et d'un homme, on ne peut pas s'empêcher de faire un peu de psychologie. Évidemment, je sais que c'est un terrain extrêmement glissant. Nous savons tous par expérience que les gens qui sont très proches de nous, nous en avons une image, des images qui sont souvent inexactes. Alors allez voir pour quelqu'un qui a vécu il y a tellement longtemps. Eh bien, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce caractère. Et puisque tu me le demandes, comment je vois cet homme, je le vois d'abord comme ayant une très très grande affectivité. Je crois que Bobo est un affectif, en ce sens capable de passion, d'abord. Capable de haïr, capable d'aimer, capable de s'exalter. Et l'homme, ça c'est le premier trait. Et le second trait, je crois, à côté de cette affectivité, je crois que c'est le côté peut-être négatif chez lui. On peut le dire, parce que c'est un défaut très haïtien, c'est un défaut contre lequel nous devons lutter, chacun de nous, peut-être chaque jour. Bobo était extrêmement poseur, vaniteux. D'abord son costume, sa façon de s'habiller. Nous sommes enclins, hélas, je dis hélas, nous sommes enclins à collectionner des diplômes depuis Firmin, depuis Louis-Joseph Janvier. Et je ne crois pas que ce soit un signe d'équilibre intellectuel réel. Je crois que collectionner des parchemins, c'est plutôt pour se faire voir que pour réellement savoir ou avoir su. Et alors, donc cette affectivité, cette vanité chez l'homme, et je crois aussi sur le plan intellectuel, une ignorance théorique. Il n'avait pas d'idéologie, il n'avait pas de connaissances théoriques, politiques.
de son époque. Comme tu disais toi-même dans ces textes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de citation, mais on ne sent pas. On ne sent pas les grands courants de l'époque. On ne sent pas, par exemple, celui qui domine la vie européenne occidentale de l'époque, Jaurès. On ne sent pas les idées de Jaurès, les idées du socialisme d'alors. Et alors, donc, l'individu, beaucoup d'erreurs, beaucoup de maladresse de l'individu s'explique pour moi par ces deux traits, affectivité et vanité. Mais l'affectivité aussi explique beaucoup de choses bien là, chez lui, n'est-ce pas, cette intuition qui lui a permis de voir comment tout était déplorable. Donc, cet homme, grand, petit, merveilleux, décevant, discutable, cet homme, le premier, au XXe siècle, en Haïti, se rend compte du danger de l'emprise américaine sur nous. Il s'en rend compte, il vit en Dominicanie la présence américaine et ses conséquences, et il décide d'agir en Haïti. Comment? Et avec qui? Oui, c'est ça. Je pense que les génies politiques, un Mao, un Lénine, ce sont des gens qui ont fait une chose fondamentale au départ. Cette chose, c'est de briser l'ancien instrument politique que leur a légué le passé, et de forger un nouvel instrument et de se battre avec cet instrument. Tandis que Bobo se contente du cacoïsme de son époque. Alors définissons un peu le cacoïsme. Eh bien, le cacoïsme, on peut dire qu'il y a trois étapes du cacoïsme. Il y a le cacoïsme de Peralt, qui a été un cacoïsme anti-impérialiste de façon très nette. Il y a le cacoïsme entre la chute de Bobo et le soulèvement de Peralt, qui a été un cacoïsme d'hommes politiques haïtiens ayant constaté que l'Américain leur avait coupé la voie du pouvoir et qui ont mélangé leurs ambitions politiques personnelles et un anti-américanisme sincère. Il y a eu le cacoïsme d'avant Bobo et ce cacoïsme, ce sont des mercenaires, ce sont des paysans du Nord, de Terrier Rouge. D'ailleurs, j'ai fait une étude sur la dégradation de l'agriculture dans le Nord et qui explique comment spontanément ces paysans cherchent à résoudre leurs problèmes d'une façon aveugle, d'une façon irrégulière, d'une façon non révolutionnaire, en suivant vers Port-au-Prince des hommes qui leur promettent de l'argent, qui leur promettent à Port-au-Prince des moyens financiers extraordinaires. Alors, par exemple, le comte, n'est-ce pas, a amené les cacos à Port-au-Prince, il leur a donné de l'argent, puis les cacos repartaient, ils cherchaient quelqu'un d'autre, finalement c'était ça. Alors, des généraux et avides du pouvoir qui levaient des mercenaires à leur solde pour prendre le pouvoir, et cela continuait. Et Bobo ont lutté contre Villebrun. Il a pris le même instrument. C'est-à-dire qu'il a soulevé des gens. Il avait autour de lui le Grimard, des jeunes gens capables, mais ces jeunes gens aussi continuaient d'être la crème de la société haïtienne. Ils étaient la crème des officiers, et puis il y avait sous eux, n'est-ce pas, la piétaille, les paysans. Et alors, lorsque les Américains débarquent, et que Bobo veut mener une lutte vraiment patriotique et de lutte anti-impérialiste, eh bien, Bobo n'a pas brisé l'instrument qu'il avait en main. Ses 26 généraux, ses ministres, il continue de mener une petite bataille contre un Villebrun-Guillaume Sam ou contre un Zamor, au lieu de comprendre qu'il s'agit de la mainmise, il le sait, de la mainmise de la finance de notre pays sur Haïti, et que par conséquent, il faut aller au peuple, expliquer au peuple ce dont il s'agit, et je ne sais pas, moi... Lui donner une conscience politique. Lui donner une conscience politique. Chose que Bobo ne fait pas, et chose que ses lieutenants ne pensent pas à faire non plus. Il se retrouve donc devant l'ennemi, seul et désarmé. Eh bien voilà, il se retrouve seul et désarmé. Il fait d'ailleurs beaucoup penser à Toussaint Louverture, aussi l'homme silencieux, l'homme de la solitude qui fait des plans et qui dépasse son milieu. Et seul et désarmé, finalement, il doit échouer. N'est-ce pas? Il est grand et seul.
Il ne peut qu'échouer. Alors là, nous arrivons, je ne sais pas si c'est à ça que tu vas arriver, nous arrivons à la fameuse scène à bord du Oui, Washington. la fameuse scène à bord du Washington. Alors, nous reprenons, n'est-ce pas? Bobo croit que Caperton va lui offrir la présidence. Bobo arrive à Port-au-Prince avec son titre de chef du pouvoir exécutif et entouré de ses généraux et de ses ministres. Et Bobo est reçu à bord du Washington. Et Beach, qui est le chef d'état-major de Caperton, raconte qu'il reçoit Bobo. Et la scène est une scène extrêmement pénible et éprouvante pour pas seulement un Haïtien, mais tout individu qui a suivi le personnage Bobo. La scène, c'est que Beach insulte Bobo. Beach finit par lui dire vous êtes ennemi public des États-Unis, vous n'êtes pas autorisé à descendre à terre, vous devez licencier vos troupes, vous devez renoncer à votre titre de chef du pouvoir exécutif, vous devez demander la démission de votre cabinet, et à ce moment-là, vous serez un civil, vous irez affronter Dartignave en tant que civil. Si vous l'acceptez, vous pourrez descendre à terre. Alors, personnellement, je crois que ces propos ont été tenus par Beach à Bobo, puisque effectivement, il l'a fait. Maintenant, Beach... Cependant, je t'arrête et je te dis, effectivement, il l'a fait. Cependant, en descendant à terre, après avoir, comme tu dis, et d'après la version de Beach, accepté ce que l'Américain lui demandait, il continue sa campagne. C'est ça. Cependant, il se place comme candidat à la présidence. Il reprend les thèmes de sa campagne. Il y a là, selon moi, une contradiction. Est-ce que la version de Beach que tu sembles, à laquelle tu sembles donner crédit, est-ce que la version de Beach n'est pas une exagération? Elle est certainement une exagération. Mais il y a certainement du parti pris dans la façon dont il présente les choses. Mais je ne crois pas qu'il y ait contradiction entre le fait pour Bobo d'accepter d'être un civil, candidat à la présidence, et le lendemain matin de se présenter aux journaux et de dire « je conçois le rôle du président d'Haïti de telle façon » et d'accepter les félicitations des journaux qu'il ait précisément renoncé à ce titre militaire et qu'il donne un exemple de démocratie. Et Beach lui-même va au matin et il dit au matin le grand général Bobo est venu et il a donné un exemple de civisme en faisant ceci. Par conséquent, il y a une continuité, je parle du lendemain, entre l'attitude entre le comportement de Bobo, candidat à la présidence civile, et ce qu'il a promis, d'après Beach, à bord du Washington. Là, il y a... Et en plus, je crois que les Américains ont magnifiquement joué, parce que finalement, Dartignave allait être ouvertement le candidat unique. Et puisqu'il fallait montrer que la démocratie est en œuvre, est en action en Haïti, il fallait présenter contre Dartignave quelqu'un d'autre. Les Américains savaient très bien que Dartignave allait gagner, ils avaient ils ont tout fait pour arriver à cela, et ils ont voulu mettre en face de Dartignave un autre proéminent candidat, comme il l'appelle, Bobo. Et il y a eu donc apparemment un duel Bobo Dartignave, et le duel se termine 94 voix pour Dartignave et 4, 5 ou 6 pour Bobo. Alors finalement, les Américains n'ont qu'à dire, écoutez, le peuple haïtien a choisi, il y avait 2 candidats. Oui, mais attention, là. Oui, mais je crois, en reprenant ton propre texte, je me rends compte qu'il y a, dans ce que tu dis, une contradiction. Tu dis qu'il savait, oui et non, parce que pour obtenir ces 94 voix, Beach a été obligé d'intervenir un peu, pas du tout démocratiquement. Il a presque menacé les sénateurs et les députés. Il leur a tout au moins fait voir que les Américains n'accepteraient personne d'autre que Dartignave. Il le leur a dit à Parisiana. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Mais c'est après. Entre l'arrivée de Bobo est arrivé à Port-au-Prince le 6. Et les élections ont eu lieu le 12. Et le 7 et le 8, Bobo a mené sa campagne civile. Et le 10, le comité révolutionnaire a compris que il perdait tout avec Bobo. Le 11, le comité révolutionnaire dissout le Parlement. Mais ce même 11, Caperton, qui a reçu le télégramme de Washington disant « Nous préférons
d'Artignave, ce qui confirmait l'analyse envoyée par Caperton demande à Beach de réunir les députés au Ciné Parisiana, et au cours de la réunion, Beach leur lit une dépêche de Washington, une dépêche qui dit ouvertement, n'est-ce pas, nous n'acceptons pas, bon, enfin ouvertement, le premier paragraphe dit, nous n'accepterons pas tel genre d'individu, ce genre d'individu c'est Bobo. Oui, mais il y a un deuxième point à propos de cette rencontre sur le Washington, c'est-à-dire sur le navire sur lequel Beach reçoit Bobo. C'est la version de Bobo. Pourquoi Bobo? À son retour, prétend-il que l'entretien était cordial? A-t-il eu, selon toi, honte de son attitude? Oh, je ne sais pas. Je sais pas. Il y a certainement, Danach dit, Bobo a été un lion rugissant. Beach dit, je lui ai sauté dessus avec mes griffes. Bobo dit, tout le monde a été très gentil. Alors, tu comprends, il est très difficile pour moi. Mais Danach n'était pas présent. Danach n'était pas présent. Alors maintenant, nous avons deux thèses. Bobo qui dit, il a été très très gentil, et Beach qui dit, j'ai été courtois, mais finalement, je lui ai dit ce que je pensais. Écoute-moi, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Bon, alors on parlait de toute façon, la chose certaine, je pense, c'est que Bobo, dans sa lettre au président des États-Unis après l'élection de Dartignave, lettre écrite de Santiago de Cuba, Bobo, dans cette lettre, ne dit à aucun moment que Beach ou Caperton lui ont offert la présidence. Il ne le dit pas. Et je crois que c'est ça la chose importante. La présidence n'a pas été offerte à Bobo, ce qui serait, du point de vue proprement américain, une absurdité. Un homme qui depuis plus d'1 an vous crie, je ne veux pas que vous n'aurez jamais mes douanes, vous lui offrez la présidence. Ou bien c'est un jeu, c'est une mystification. Si ça vraiment ça s'est passé, je crois que ça s'est pas passé. En d'autres termes, tu contestes le témoignage de Bobo, d'après lequel l'Américain lui aurait proposé la présidence. Bobo ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Bobo ne l'a jamais dit. Ah bon. C'est la légende qui le dit après lui. Bien. Alors là, nous en arrivons à un autre point, parce que, bien sûr, on ne peut pas parler de tout ce que tu as évoqué, mais il y a un point sur lequel tu insistes dans le dernier article, celui qui est sous les yeux, et qui concerne la présence de Bobo à Cuba, et son action rapportée par Le Matin, lequel traduit des journaux cubains, son action vraie, réelle ou fictive, sur l'émigration des travailleurs haïtiens à Cuba. Et cette diaspora haïtienne à Cuba, qui posait des problèmes, semble-t-il, aux gouvernants cubains, aux gouvernants de l'époque, et cette minorité haïtienne a cru voir en Bobo quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Y a-t-il là une possibilité de recherche historique, et dans quelle voie doivent s'engager les recherches? Moi, je crois que c'est pas une possibilité, je crois que c'est une nécessité, n'est-ce pas? Parce que on parle beaucoup de la Caraïbe aujourd'hui, et j'ai découvert dans cette étude sur Bobo combien, avec la Dominicanie, avec Cuba, combien nos problèmes sont des problèmes communs, et combien nos hommes sont venus les uns chez les autres. Enfin, je ne parlerai pas de Bolivar, mais c'est très curieux de constater que Bobo est allé à Cuba, Bobo a trouvé à Cuba des Haïtiens. Les Haïtiens avaient deux types de problèmes. Ils avaient un problème avec les dirigeants cubains, et ils avaient des problèmes avec les gouvernants haïtiens en Haïti. Et alors, Bobo arrive, et ces gens-là voient en Bobo un leader. Mais la chose plus intéressante, c'est qu'il y avait des Cubains eux-mêmes, de couleur, qui avaient des problèmes avec le gouvernement cubain. Et il se trouve que ces Cubains de couleur ont suivi Bobo pendant que Bobo était là-bas. Ce qui a provoqué une grave inquiétude dans le sein du gouvernement cubain, qui a expulsé Bobo de Cuba. Maintenant, est-ce que Bobo a voulu vraiment devenir une sorte de caudillo visant un débarquement en Haïti? Ça, je ne sais pas, n'est-ce pas? Nous n'avons pas. Mais je suis persuadé que à Cuba même, je suis sûr qu'un jour nous apprendrons que des étudiants cubains intéressés à la présence encore actuelle de ces immigrés haïtiens et de leurs descendants, un étudiant d'histoire cubain nous racontera le passage de Bobo dans Oriente.
Et ce sera pour nous extrêmement utile et intéressant. Mais ce qui est utile déjà pour nous, c'est ce que tu as écrit sur Bobo. Tu viens de tenter le portrait robot de Bobo, c'est-à-dire une sorte de silhouette rapidement esquissée. Mais ne faut-il pas, au terme de cet entretien, faire le bilan du bobisme, c'est-à-dire tenter de dire ce qui a été possible à Bobo et ce qui lui était impossible par suite de sa formation personnelle, des limites de sa conception politique, des limites de sa conception nationale anti-américaine et de l'action limitée qu'il a menée par suite du fait, comme tu l'as remarqué, qu'il n'a pas brisé l'instrument traditionnel de prise du pouvoir. Oui. Eh bien, faire un bilan, évidemment, c'est très difficile. Et je réponds à ta question parce que je ne peux pas m'empêcher de faire un bilan. Et quelqu'un qui me lit ne peut pas s'empêcher de faire un bilan. Mais nous savons tous que de tels bilans sont sujets à amélioration, à caution, à la discussion. Je dirais ceci. Je pense que Bobo est grand pour deux raisons. La première, c'est qu'il a vu l'impérialisme. Et il l'a vu de façon très très nette. Il l'a vu comme tout le monde le voyait, mais ses voyages, non seulement aux États-Unis, mais en République dominicaine, lui avaient permis de voir que cela conduisait à humilier un peuple et à garrotter une nation. Et il a vu que l'ennemi, à l'époque, c'était l'impérialisme américain. C'est la première chose, le fait de l'avoir vu. Et la deuxième chose, c'est le fait de n'avoir pas accepté cette fatalité que les autres désignaient comme étant une fatalité. Il est intéressant de remarquer la différence qui existe entre Jacques-Nicolas Léger et Bobo. Jacques-Nicolas Léger, qui est un patriote exemplaire, Jacques-Nicolas Léger dit ceci: je suis pour Haïti, je ne suis pas pour les États-Unis. On ne peut pas ne pas être frappé par la présence des deux mots pour dans les deux phrases. Bobo dit je suis pour Haïti, donc je suis contre les États-Unis. Et il y a chez lui cette détermination d'agir dans le désordre, d'agir dans la folie, dans le rêve, dans l'impréparation. Oui. N'est-ce pas? Mais il a voulu agir. Et ça, ce sont les deux traits fondamentaux du bonhomme. Et je dis chapeau. Et c'est pour cela que je dis que je crois qu'on ne peut pas lui enlever ce titre de père des luttes anti-impérialistes haïtiennes. Alors maintenant, ce sont les faiblesses. Tu viens de parler d'impréparation, impréparation doctrinale, impréparation politique. Et puis alors, je crois qu'il y a deux leçons que nous pouvons tirer de ça. La première, c'est que nous en sommes encore au Messie, au Sauveur. Toussaint Louverture a fait ceci. Nous croyons que vraiment, il n'y a pas eu autour de Toussaint un parti louverturien qui l'a poussé au pouvoir, un parti dessaliniens. Nous croyons que c'est le héros avec un grand H, Dessalines, qui a fait ceci. Et Bobo a cru que moi, Rosalvo Bobo, le héros, je ferai ceci. Et autour de lui, on le lui faisait croire. Et c'est la première leçon donc à tirer, c'est que les individus qui ne sont pas liés aux masses de l'histoire de notre pays n'ont jamais rien fait, ne se sont pas approchés de la victoire. Et l'autre remarque, que je crois importante, c'est que les États-Unis d'Amérique sont un très, très grand pays. Et l'administration américaine est une administration efficace, une administration très bien préparée, qui évidemment, pour les petits pays comme Haïti, cette administration ne s'en occupe pas tous les jours, comme elle s'occupe du Moyen-Orient, mais quand elle décide de s'occuper de petits pays comme Haïti, eh bien, elle met non seulement le paquet du point de vue force militaire, mais elle met aussi le paquet du point de vue intelligence. Et Caperton et Beach étaient loin d'être des imbéciles. Et alors, Bobo, avec son affectivité, avec son amour indiscutable de son pays, Bobo avec ses sentiments, Bobo avec sa sincérité, sa passion, Bobo s'est trouvé en face de manœuvriers redoutables et d'hommes politiques excellemment préparés. Et c'est l'une des raisons de l'échec de Bobo.
Et c'est là sa faiblesse. Mais je ne crois pas. Je crois que nous devons divorcer là, avec cette habitude de penser que les hommes sont ou tout grands ou tout petits. Nous sommes un mélange des deux. Et je te disais ça tout à l'heure, avant cet entretien, quand nous lisons le mémoire, faux ou pas, de Toussaint Louverture, écrit au Fort de Joux et adressé à Bonaparte, adressé à Napoléon, il est curieux de voir de ce mémoire les protestations d'amitié à l'égard de la France. Je ne dis pas que tout ça a été faible ici, mais je dis que nous devons essayer de voir les gens avec leurs manœuvres, avec leurs ruses, avec leurs faiblesses, avec leurs défaites, et ne pas attribuer à la malchance ou au manque d'honnêteté de l'autre les défaites. Les défaites. Nous sommes tout entiers dans nos victoires et nous sommes tout entiers aussi dans nos défaites. En d'autres termes, et pour conclure cet entretien qui a commencé par des questions de méthode de travail, finit la légende et commence l'histoire.